Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour vous faire découvrir et pour décoder leur métier. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Vous aurez accès à des entretiens avec des entraîneurs, des joueurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs et même des spécialistes de la nutrition et du sommeil. Une seule règle, on prend le temps, on écoute les invités et on réfléchit tous ensemble. D'ailleurs, si vous avez apprécié l'épisode à venir ou que vous avez apprécié les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Ahmed Scheffer, président du Clermont Foot. Avec lui, nous avons abordé les aspects de la mondialisation du football à travers l'alliance de clubs qu'il gère avec le Clermont Foot, le club danois de Vendsyssel et le club autrichien de Lustenau. Nous avons évoqué la force de cette alliance entre mutualisation des coûts et synergie sportive. Nous sommes également revenus sur la montée de Clermont en Ligue 1, son projet pour les saisons à venir et l'importance de maintenir un ancrage local. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Ahmed Scheffer. Bonjour Ahmed Scheffer et bienvenue dans le podcast Prolongation. Bonjour, merci pour l'invitation. Dans ce podcast, on commence toujours par la même question. Est-ce que vous pouvez nous raconter un match qui vous a marqué ? Alors ça peut être par plein de biais différents. Ça peut être un scénario, une émotion, un résultat particulier. Et ça peut être très récent ou très ancien. Ça peut concerner vous en tant qu'acteur, c'est-à-dire à la tête d'un club, ou ça peut être en tant que spectateur au stade, en tant que téléspectateur devant la télévision. Ça peut être beaucoup de choses. Et j'aime bien dire que c'est un peu votre Madeleine de Proust, c'est-à-dire quand on vous dit quel est votre meilleur souvenir footballistique, généralement vous répondez par ce match-là. Bon, alors il y a 2 matchs récents qui sont pour moi, qui m'ont marqué particulièrement. Bien évidemment, le match contre Toulouse et Pau, le match nul. Et après aussi le match de notre deuxième équipe, puisqu'on a 3, une en Autriche et l'autre au Danemark, qui a pu gagner son dernier match 2-1, dont j'ai assisté, pour éviter la relégation, puisque c'était une saison très compliquée au Danemark. Donc, c'est ces 2 matchs qui m'ont marqué particulièrement. Alors justement, là, vous parlez de souvenirs très récents. Quel était votre rapport au football quand vous étiez un peu plus jeune, entre guillemets, même si vous êtes encore très jeune, en tant qu'enfant et adolescent, du coup, quel était votre rapport au foot ? Est-ce que vous le pratiquiez ? Est-ce que c'était une passion ? Est-ce que vous aviez une équipe préférée, par exemple ? J'ai joué au foot ici à Zurich, dans un petit club, jusqu'à l'âge de 16-17 plutôt. Après quelques blessures, j'ai dû aussi me focaliser sur le bac, la maturité comme on l'appelle ici en Suisse. Donc, j'ai pas eu trop de temps pour m'entraîner 3 ou 4 fois par semaine. Donc, le match ou le souvenir qui m'a marqué le plus, c'était la Coupe du Monde 90, puisque c'était la première que j'ai pu vraiment suivre activement. Et bon, c'était juste tout le tournoi. Il y a pas eu un match particulier, mais d'être fasciné par un tel tournoi pour la première fois, et après de mettre en route un suivi tous les 4 ans, c'était quand même quelque chose de particulier pour moi. Donc j'ai joué, pas sur le plus haut niveau, et j'ai suivi à partir de l'âge de 16 ou 7. D'accord. Alors, vous avez travaillé à la FIFA, à MP et Silva. Donc, je le précise pour nos auditeurs, c'était une grande agence qui gérait des droits sportifs. Vous avez donc des solides expériences du côté des institutions et du business, du côté un petit peu business du football. Qu'est-ce qui vous a fait aller de l'autre côté, entre guillemets, même si ça reste un petit peu connecté, c'est-à-dire vous retrouvez aujourd'hui à la tête de clubs, ne plus être du côté spectateur du football, du côté des institutions, mais là être un véritable acteur à la tête de clubs de football. Qu'est-ce qui a fait la bascule ? Vous savez, au début, on était toujours dans l'école de se dire que dans la pyramide du football, il y a au sommet la FIFA. Je parle de la partie de la gouvernance. Après, il y a les 6 confédérations, les 211 associations nationales et après les ligues et les clubs. Donc, on pourrait s'imaginer que les clubs forment la base de la pyramide. Mais ayant travaillé sur le niveau, disons, plutôt politique, commercial, etc., dans des agences et aussi dans la FIFA, qui est quand même au niveau gouvernemental, au niveau gouvernance, la plus haute instance du football international, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est l'inverse. C'est les clubs qui sont au sommet de la pyramide. Puisque si vous regardez qu'est-ce qui se passe sur le terrain, ce qu'on a vu la dernière saison, cette saison, dans nos 3 clubs, la vérité, elle est là. Elle est pure, elle est brutale parfois,
comme le football le peut être. Mais de l'autre côté, c'est aussi très pur et c'est aussi très satisfaisant. Donc, la FIFA est au sommet de la pyramide, mais à mon avis, je me suis rendu compte que les clubs sont vraiment tout ce qui se passe sur le terrain. Ça, c'est le vrai football, sans aucune interaction politique ou financière, etc. Bien sûr, ce sont tous des éléments qui sont aussi nécessaires pour mener un club, mais la vérité, c'est dans le jeu, dans les 90 minutes. Alors vous parliez de satisfaction. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que propriétaire de club, vous avez plus de moments de satisfaction ou de moments de contrainte? On va y revenir parce que quand vous êtes arrivé par exemple avec Clermont, en l'espace d'un an, vous avez connu du coup l'arrivée, alors ça c'est partout dans le monde, mais l'arrivée de la pandémie de Covid-19. Vous avez connu le fiasco des droits télé en France, donc vous avez connu quand même deux éléments extérieurs qui sont venus aussi, alors je vais pas dire vous ajouter des nuits blanches, mais en tout cas vous amener un peu de réflexion et de contraintes supplémentaires. Aujourd'hui, est-ce que vous avez plus du coup de satisfaction comme vous l'espériez au départ, vous vous rapprochez du terrain? Ou est-ce que aussi, avec tous ces éléments perturbateurs extérieurs, ça vous ajoute aussi quelques mauvais côtés ou en tout cas quelques réflexions très, très importantes? Bon, il y a aussi un troisième élément, ce qui était qu'on n'a pas pu jouer les playoffs malgré qu'on avait fini cinquième, puisque la Ligue était arrêtée 10 matchs avant l'arrêt officiel. Donc, il y a eu ces trois éléments. Effectivement, si on pourrait choisir le moment d'entrer dans le business du club, d'investir dans des clubs, si on aurait eu une situation il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, on n'aurait peut-être pas eu cette volatilité dans le développement des éléments d'un côté économique, politique, puisqu'on n'a pas pu jouer la montée ou en fait les playoffs, c'était une décision politique, ainsi que sportif. Donc, qu'est-ce que ça nous a donné comme motivation ou satisfaction, comme vous l'avez mentionné avant, pour avancer? Je pense qu'on est devenu encore plus efficace dans la façon avec laquelle on gère le club, clairement les clubs qu'on a, pour encore mieux travailler sur la partie des synergies du côté commercial ainsi que d'optimisation des coûts et aussi de serrer un petit peu notre organisation dans la mesure que d'abord prolonger le coach, Pascal Gastien, on y parlera plus tard, j'en suis persuadé, qui est vraiment le pilier central de notre projet à Clermont et aussi dans les deux clubs partenaires au Danemark et en Autriche. D'avoir un recrutement qui nous permet de continuer à travers notre cellule de recrutement d'aller chercher des joueurs dans une crise peut-être qui on pourrait pas se permettre pour passer, puisqu'il y a beaucoup de clubs qui ont calculé sur la base des 1,3 milliard d'euros de Mediapro, qui maintenant sont devenus 750 millions, qui peut-être deviendront encore moins avec l'appel d'offres pour les prochaines 3 saisons. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui étaient perturbants, comme vous l'avez dit, mais de l'autre côté, qui nous ont aussi donné des opportunités pour être encore plus efficaces dans notre gestion, plus dynamique et plus flexible de s'adapter à cette nouvelle réalité économique et sportive. Vous avez commencé à l'évoquer, donc, il y a évidemment dans votre projet, votre alliance, comme vous l'appelez, 3 clubs, c'est à travers votre société Core Sport Capital. Vous êtes propriétaire ou vous avez des participations dans 3 clubs. Il y a donc Clermont Foot, il y a Vendsyssel au Danemark et il y a l'Austria Lustenau en Autriche. On va beaucoup évidemment parler de Clermont dans ce podcast-là, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes parti sur ce modèle de multipropriété, d'alliance, plutôt que peut-être, comme d'autres le font, de se concentrer sur un seul et unique club? Oui, c'est une très bonne question. Véritablement, au début, on était intéressé à investir dans le club de Troyes, à l'époque encore en Ligue 1, maintenant de nouveau. Entre-temps, ils sont descendus. Après, pour des raisons différentes, les négociations n'ont pas abouti avec l'ancien président Daniel Mazzoni. Et on a reculé pour après se mieux positionner. Et on s'est dit, pourquoi investir l'argent dans un club en Ligue 1 si on pourrait aussi créer une alliance des clubs qui sont stables, financièrement sains, avec un projet sportif qui se trouve dans les deuxièmes divisions. D'abord, les investissements au niveau deuxième division sont beaucoup moins importants, plus faibles qu'en première division. Vous avez moins d'attention médiatique. Vous pouvez travailler sereinement et de reproduire un petit peu ce que les compagnies aériennes font depuis un bon moment. Ça veut dire de mutualiser certains services. En parlant d'optimisation de coûts, comme je l'avais dit auparavant, dans aucun de nos clubs, on a un directeur général ou un directeur sportif. Ça nous permet d'optimiser des coûts.
De l'autre côté, ça nous oblige aussi de vraiment s'impliquer au quotidien avec nos 3 clubs. Les décisions sont prises toute la journée, puisque à la fin, c'est le management au quotidien avec nos directeurs respectifs. Ça nous permet d'avoir des structures beaucoup plus efficaces et de parler directement avec nos directeurs commerciaux, communication, les gens qui sont responsables pour les finances, et de vraiment avoir aussi des équipes qui sont peu nombreux. On a 4 employés à Lustenau, 5 à Wensussel, 13, bientôt un peu plus à Clermont, mais de garder ce lien quotidien. Ça, c'est l'objectif de l'Alliance. Dans une deuxième partie, sous notre holding, on a une technologie qui s'appelle Football Impulse, qui n'était pas développée par nous, mais par notre partenaire Clariva, qui est déjà bien implantée dans l'Académie Aspire au Qatar, ainsi que la Fédération de football italienne, qui utilise ça pour toutes ces équipes nationales. Là-dedans, il y a la partie scouting, médical, analyse des matchs, ainsi que l'entraînement. Donc, Football Impulse, c'est quelque chose que nous, on a impliqué dans notre alliance et on va commencer à commercialiser ça en vendant des licences modulaires. Il faut pas acheter les 4 modules, mais on peut, à des clubs qui se retrouvent dans des situations similaires comme nous. Ça veut dire d'être en fait trop fort pour être relégué, mais il y a peut-être encore quelque chose qui manque pour être promu. Pour la deuxième partie, maintenant, on a prouvé qu'à Clermont, il n'y a plus rien qui manque pour être promu. Maintenant, il faut se maintenir. Ça, c'est une autre histoire. Et donc, ça, c'est la partie innovation. On va commencer à commercialiser celle-là dans le dernier trimestre de cette année. Et la troisième partie, c'est la partie des conseils, où nous, on rend des services d'advisory classiques, comme le fait un KPMG Football, un Deloitte Football, avec la seule différence que nous aussi, on peut implanter le projet. Donc, c'est pas qu'on donne des conseils sur une partie de scouting, une partie recrutement, etc. Ça, c'est une chose, ou la partie de faire une analyse si quelqu'un veut acheter un club de football, puisqu'on a quand même analysé pas mal de clubs en Europe, mais aussi vraiment après dire, on est là pour aussi implanter le projet et pas seulement de faire des présentations jolies comme des autres. Pour vous donner un exemple très concret, avec Lustenau, ça avait commencé comme ça. Ils nous ont approchés, ils voulaient avoir des joueurs, ils cherchaient un entraîneur, ils cherchaient un directeur sportif, ils cherchaient un team manager, etc. Et ils n'avaient pas d'argent de nous payer. Bon, on a dit, on est excité par le projet, on va entrer dans le risque, on va le faire, mais si on atteint certains objectifs, on aimerait avoir des actions. Et en Autriche, c'est difficile, c'est comme en Allemagne ou en Suède, vous pouvez pas avoir officiellement la majorité, donc ça s'arrête à 49%, mais néanmoins, on a apporté Blankson, Brandon Bay, Phil Sissoko, Naël Jabi, on a trouvé un entraîneur, le directeur sportif, il est payé par la holding ici, mais il travaillait pour Lustenau, le team manager, il était payé par la holding, il travaille pour Lustenau, et donc du coup, c'était un client qui est entré dans notre branche advisory, on lui a donné des conseils et maintenant, il est un client de l'Alliance. En fait, il est devenu un partenaire actionnariat Alliance. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre chaque fois des quotes-parts quand on rend un service de conseil à un client, puisque ça ne nous intéresse pas aussi d'avoir des actionnaires minoritaires partout. Mais ça montre comment on peut évoluer à l'intérieur de l'Alliance. Donc, pour faire court, on a la partie de nos propres clubs, on a la partie de la technologie et on a la partie où on rend des services de conseil. Alors, vous parliez de 3 tout à l'heure, où vous étiez positionné dessus. Est-ce que le fait d'avoir acheté des clubs de 2e division, ça vous permet, au-delà même de la question de ressources financières, qui peut s'entendre, etc., mais c'est surtout de vous permettre de structurer les clubs vraiment comme vous le souhaitez. Parce que quand on achète des clubs de première division, il y a déjà des structures importantes. Il est parfois difficile de faire bouger les lignes qui sont déjà établies avec des croyances dans certains clubs où il est difficile de changer cette culture-là, ces croyances-là, ces manières de travailler. Et en 2e division, où c'est un petit peu moins staffé, où il y a peut-être un peu plus de place pour construire des projets sportifs de la base, en fait, ça vous a permis aussi, à Clermont, qui était un club déjà bien géré au départ par Claude Michy, mais d'apporter votre touche supplémentaire, alors que parfois, quand on arrive en Ligue 1, on le voit avec des clubs qui ont été rachetés, il y a un passé qui est très important et il y a des manières de travailler, des choses qui sont un petit peu difficiles à bouger, alors que là, en rachetant en 2e division à des niveaux où les structures sont un petit peu différentes, ça vous permet de mettre en place un peu tout votre projet. Oui et non, puisqu'il y a aussi quand même des clubs en 2e division qui ont des structures très lourdes, qui ont un mode de fonctionnement avec un président, un directeur général, un directeur sportif, un chef de recrutement très classique.
Donc, il faut quand même aller chercher un club innovateur avec un président, comme c'était le cas que vous l'avez mentionné, Claude Michy, qui était aussi un petit peu un pionnier dans les choses qu'il faisait avec Corinne Diacre, avec le centre de formation partagé avec le rugby, avec sa façon de gérer le club dans une manière très saine, très prudent, très à l'auvergnate. Je suis d'accord, oui, bien sûr, ça c'était une des raisons. De l'autre côté, il fallait quand même, je dirais, 1 an et demi pour aller bien chercher la juste cible, comme clairement l'était le cas. Pas seulement en France, on a aussi regardé à des clubs en Espagne, en 3e division, en 2e division en Suisse. Allemagne, c'est impossible d'avoir la majorité. L'Italie, c'est un peu compliqué parfois. L'Angleterre, vous pouvez pas le payer, il est trop cher. Pour nous, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on a choisi la France, aussi la proximité avec la Suisse, bien sûr. Mais je pense qu'on a eu le bonheur de reprendre un club qui était très bien géré par mon prédécesseur, d'un côté. Et de l'autre côté, on avait toujours dit, on va pas changer les choses dans la mesure qu'on va faire une révolution. On va ajouter notre réseau international. On entre dans un risque financier en investissant encore dans 2 clubs, mais ces 2 clubs vont servir au Clermont Foot, puisque Clermont Foot va toujours être au centre de cette alliance pour mieux exposer les joueurs. On va apporter notre technologie Footballing Pools, notre savoir-faire, et on va construire gentiment cette maison qui était déjà construite par Claude Michy et les anciens prédécesseurs, avec une base très solide. Ils ont fait le rez-de-chaussée, le premier étage, ils ont mis la porte et les fenêtres, et c'est à nous maintenant de mettre le toit et de le maintenir, solidifier un petit peu toutes les structures. Donc, d'entrer dans la 2e division, d'abord financièrement, comme vous l'avez évoqué avant, c'est absolument une autre dimension qu'en 1re division. Mais je pense que pour nous, c'est important de garder cet état d'esprit, de garder ces valeurs, même après une promotion en Ligue 1, puisque si on perd cette collectif, la solidarité, on aura aussi abandonné nos valeurs. On aura d'abord un déséquilibre financier qui, je suis persuadé, on y parlera après avec les droits télé, est encore plus inconnu que jamais. Et de l'autre côté, on aura aussi un problème sportif. Donc, notre idée, c'était toujours apporter, ajouter, évoluer et jamais révolutionner. Alors, vous avez commencé à parler des synergies entre les 3 clubs, des synergies qui peuvent être sur les coûts, donc tout le volet financier, structure, humain, etc. Mais il y a aussi des synergies sportives, évidemment, puisque le football reste un jeu, un sport, évidemment. J'ai vu notamment que Pascal Gastien avait rencontré les entraîneurs il y a quelques mois de Ventussel et de Lustenau pour faire un espèce de workshop où on parlait méthodologie, on parlait football, jeu, projet collectif, etc. Ça, je trouve ça très intéressant. Et puis, il y a aussi eu, vous l'aviez évoqué, des joueurs de Clermont qui ont été prêtés en Autriche aussi pour renforcer un petit peu le groupe, leur permettre d'avoir du temps de jeu à un niveau un petit peu inférieur, mais un niveau quand même qui leur permet d'être compétitifs. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des synergies sportives entre les 3 entités françaises, danoises et autrichiennes ? Bien sûr. Comme je l'avais dit avant, Clermont Foot reste au centre de cette alliance. Les 2 autres clubs, je ne veux pas dire c'est des clubs satellites, je veux plutôt dire c'est des clubs partenaires qui ont aussi eux-mêmes une ambition sportive. Mais c'est aussi clair que les entraîneurs qui sont là et les adjoints qu'on va bientôt installer, puisqu'on a eu quelques changements au niveau personnel sportif, sont là pour compréhender le système de jeu de Pascal Gastien, de l'appliquer, de s'entraîner dans la même façon que Clermont Foot s'entraîne, pour après vraiment créer cette philosophie de jeu qui est une philosophie de jeu à la fin de l'Alliance, pas spécifiquement de Clermont. On veut que ça soit vraiment l'identité et la marque de l'Alliance, puisque les gens, ils arrivent, les entraîneurs aussi, nous aussi, on est là, on est dans un passage, même si on s'est inscrit dans la durée, mais on veut vraiment que ça soit bien installé au niveau style de jeu, philosophie de jeu, que les gens savent si je fais un passage, et là je parle des synergies, d'abord je vais aller en 2e division danoise, peut-être pas si attractif, mais j'ai l'opportunité de m'entraîner dans des infrastructures très correctes, avec une méthodologie très bien pensée, bien travaillée par Pascal Gastien et bien sûr l'entraîneur sur place, avec l'option de peut-être jouer un jour en France. Ça fonctionne comme un magnet, ça attire des joueurs. Le style de jeu de Pascal est bien sûr un style qui a beaucoup de parallélisme avec l'Ajax, avec Barcelone, etc. Il y a quand même une raison pour laquelle il était voté meilleur entraîneur pour la 3e fois de la Ligue 2 et
Les autres entraîneurs disent que Pascal pratique le plus beau jeu de la Ligue 2. Donc, je pense que ça sont tous des outils de communication. Donc, voici les synergies dans des entraînements, les synergies dans l'échange des joueurs. Lustenau, comme j'avais mentionné, 4 joueurs. Peut-être ça va augmenter encore pour la saison prochaine. Ventussel qu'on vient d'acheter, c'était en septembre, donc c'est un peu récent. Là, il y a Saracevic qui était signé à Clermont et prêté à Ventussel. Grégory Berthier qui a fait une sacrée saison, un joueur français que Ventussel tout seul n'aurait pas pu scouter puisqu'ils ont tout simplement pas de réseau en France. Tandis que nous, en engageant maintenant 10 scouts, bien sûr, c'est une dépense, mais moi je le vois toujours comme un investissement. Ça nous permet pas seulement de travailler très bien à la Nationale 1, Nationale 2 en France et donner à ces joueurs des opportunités pour s'exposer. Je pense à Jim Alvina, je pense à Kim Zedatka, qui puisse après d'abord jouer en Autriche, par exemple, au Danemark, avant de revenir en France. Donc, on a investi là. On a un scout qui s'en occupe, bien sûr, de l'Europe de l'Est, la Turquie. On a des gens qui travaillent sur l'Autriche, l'Allemagne et aussi la Suisse. Bien sûr, on utilise aussi le club au Danemark, maintenant dans ce mercato-là, pour attirer des joueurs qui viennent de l'Europe du Nord, notamment l'Islande, Finlande, la Suède, la Norvège, qui peut-être tout seuls ne viendront pas à Ventussel, mais en sachant qu'il y a clairement derrière ou au centre, ça peut les attirer. Donc voici un petit peu les synergies sur le plan sportif. Alors une petite question liée à cette alliance qui moi m'a marqué, c'est que sur le site de Clermont, vous mettez régulièrement en avant les actualités du club de Ventussel ou du club de Lustenau, c'est-à-dire alors soit des actualités purement sportives, c'est-à-dire des résultats importants, on joue une finale de coupe en Autriche, le club se maintient, ou ça peut être un changement d'entraîneur, etc. Est-ce qu'il y a cette volonté à travers cette communication-là, c'est-à-dire c'est assez rare quand même s'il y a une alliance et des liens entre tous les clubs. Sur le site de Clermont Foot, on s'attendrait plutôt à avoir que les informations liées à Clermont Foot. Là, le fait de parler de temps en temps de Lustenau, de parler de temps en temps de Ventussel, est-ce que vous voulez créer une espèce de... Alors, je vais prendre un terme d'entreprise, mais une culture d'entreprise, du coup, une culture d'alliance, où du coup, les supporters de Clermont Foot, ils vont aussi s'attacher et regarder ce qui se passe au Danemark dans votre club, ce qui se passe aussi en Autriche, et créer un intérêt, non pas seulement pour Clermont, parce que l'intérêt, il existera. Les supporters de Clermont seront toujours intéressés par ce qui se passe à Clermont, mais aussi avoir un intérêt pour ce qui se passe au niveau de l'alliance et des autres clubs. Bien sûr, puisqu'il y a tout d'abord un intérêt sportif. J'en suis persuadé que nos supporters de Clermont Foot veulent savoir ce que ces 4 joueurs, qu'ils ont d'ailleurs vu jouer en Ligue 2, qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils se développent, comment est-ce qu'ils sont accueillis, accompagnés. Donc, il y a véritablement un intérêt intrinsèque par club, mais aussi notre volonté au niveau de la holding, comme vous l'avez dit parfaitement, de soigner ces synergies, de les mettre ensemble pour créer une unité. Ça se fait sur le terrain de jeu. On parlait avant du style du jeu, de la philosophie, la méthodologie, les entraînements, mais aussi en dehors. En dehors, on peut s'imaginer, à Ventussel, on a des installations qu'on a ni à Lustenau et qu'on n'a pas à Clermont. Donc, c'est vraiment des éléments énormément intéressants qu'on a là. On pourrait s'imaginer de faire, par exemple, un tournoi avec les 3 équipes. On a déjà parlé avec Monsieur le maire par rapport aussi 2 autres villes, vice-versa. On a des universités à Clermont avec 35 000 étudiants, de se dire pourquoi pas mettre ensemble les maires, les bureaux de tourisme. Je comprends que le bureau de tourisme en Autriche fait beaucoup de pubs en Autriche, mais pourquoi pas faire de la pub aussi en France et attirer des touristes français, vice-versa aussi avec le Danemark, puisque tous les 3 clubs sont dans des endroits magnifiques, dans des endroits qui sont touristiques, qui sont historiques, qui ont vraiment leur propre identité. Donc oui, c'est fait vraiment exprès pour créer cette culture d'entreprise, pour avoir des synergies entre les 3 clubs, sur et en dehors du terrain. Effectivement, et donc c'est un projet qui, alors évidemment, est très sportif, mais qui dépasse aussi un petit peu ce cadre-là, c'est-à-dire comment même lier, au-delà même de lier les 3 clubs, donc de faire des synergies entre les 3 clubs, mais lier les 3 pays, lier les 3 régions, lier les 3 villes. Et donc ça, c'est pas quelque chose à laquelle on peut s'attendre quand on parle de la synergie entre 3 clubs de football, mais ça montre que votre projet, au-delà même d'être un projet sportif, économique, quelque part, il a un rôle aussi presque social, en fait. C'est-à-dire comment réussir à mettre en place des synergies même au sein de villes ou de régions.
Oui, en fait, c'est ça, puisque j'avais parlé avant, je ne voulais pas utiliser le mot, je ne l'utilisais pas pour décrire les deux autres clubs comme des clubs satellites, puisque ça montre, bien sûr, le Clermont Foot sportivement, financièrement, etc., surtout avec la montée en Ligue 1, il est au centre de cette alliance. Mais j'utilisais les mots partenaires. C'est exactement ça, il faut les respecter. Eux aussi, ils ont leur histoire, ils ont leur identité locale, ils ont leurs ambitions. Et c'est à nous de leur donner les mêmes moyens qu'on a pu aussi donner à Clermont pour passer le cap sportif. Par exemple, je prends un élément, ce qui est les maillots pour la nouvelle saison. À travers Jérôme Champagne et son équipe, on a pu mettre vraiment au niveau de la communication le club au centre de la ville avec le développement des maillots de la saison précédente. Ça s'est très bien passé. On va faire une activité aussi créative comme l'été dernier, mais également on va commencer maintenant de le faire dans nos deux autres clubs puisque c'est des identités locales, c'est des identités très fortes et il faut les soutenir. Donc, je parle des partenaires. On est tous sur le même niveau. Je dirais au moins d'investissement. Peut-être oui, sportivement, le Clermont Foot va toujours être le club phare, mais il faut les respecter, les bien intégrer pour après mieux travailler les synergies de l'alliance sur la partie revenus ainsi que sur la partie des coûts. Alors ce modèle d'alliance, on le retrouve donc avec vous, on le retrouve aussi par exemple avec le City Football Group qui là est un niveau qui est un peu la référence à ce niveau-là de réseau de clubs partenaires. On a aussi le propriétaire de Sheffield qui a un club en Belgique, on a le propriétaire de Barnsley qui a racheté Nancy, qui a Esbjerg aussi au Danemark d'ailleurs, autre pays qui intéresse aussi quelque part les investisseurs comme vous, Ostende et Thun je crois en Suisse. Est-ce que c'est une évolution naturelle de l'investissement dans le football? Est-ce que vous pensez que ça va être amené à se développer de plus en plus, ce type de réseau de clubs? En fait, deux choses. Dans les exemples que vous avez mentionnés, il faut créer des sous-groupes puisque véritablement, vous avez des gouvernements, comme vous l'avez mentionné, que peut-être là, c'est pas plutôt le modèle économique qui est prioritaire, mais de promouvoir une marque. Dans des autres cas, vous avez la famille Pozzo qui maintenant vient de monter avec Watford dans la Premier League, qui ont, entre guillemets, peut-être sacrifié un petit peu Udinese Calcio pour le succès de Watford. Vous avez la famille du Châtelet, qui détient plusieurs clubs. Vous avez Vincent Tan, qui est un investisseur de la Malaisie, qui a détient encore le Los Angeles FC. Le Sarajevo, qui a cédé après à un groupe vietnamien, la Ving Group. Ce qui est d'ailleurs très intéressant d'avoir un Malaisien qui achète un club en Bosnie et qui le vend après à un groupe vietnamien. Mais ça nous montre aussi, et bien sûr vous avez le groupe Fosun qu'on a oublié de mentionner, qui ont le Grasshoppers, il vient de monter en Superliga en Suisse, avec le club de Wolverhampton, qui eux aussi ils ont acheté il y a quelques années et après la deuxième saison ils ont pu monter. Et il détient aussi 20% de l'agence de Jorge Mendes. Est-ce que c'est un phénomène récent? Je dirais oui. Pourquoi? Je pense que c'est lié à la globalisation du football. On est dans un monde complètement globalisé. Mais comme on avait dit d'abord, il faut jamais oublier aussi l'identité locale de chaque club. Puisque si vous abandonnez celle-là et vous arrivez qu'avec des ordinateurs, des algorithmes, et vous virez tout le monde, vous dites c'est maintenant la technologie qui prend la main, qui décide à qui jouer, à quel moment, sur quel poste. Et vous auriez d'abord un problème avec les entraîneurs. Vous auriez un problème aussi avec l'identité locale par rapport aux sponsors. Donc, imaginez-vous, on arrive en club au Danemark et on amène 11 joueurs français. Bon, il faut quand même sauvegarder l'identité locale du club. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de talent aussi dans les pays nordiques ou au Danemark dans ce cas-là. Donc, c'est un mélange des deux. Il faut penser au niveau global, il faut penser au niveau synergie, mais il faut toujours acter localement dans chaque club. Vous parliez justement de la famille Pozzo. C'est un cas que je connais bien parce que je suis beaucoup le football italien. Et effectivement, à partir du moment où Watford est arrivé en première ligue, on a eu le sentiment que l'Udinese était devenu un peu le club satellite, la succursale en fait de Watford, parce que Watford en première ligue avait accès aussi à d'autres ressources financières par rapport à la Serie A. Et puis avant, ils avaient même eu Grenade en Liga. Il y avait 3 clubs auparavant qui avaient été finalement mis de côté. Comment vous maintenant que Clermont est en Ligue 1, va être en Ligue 1 la saison prochaine, comment réussir à ne pas mettre de côté vraiment les clubs en D2 danoise et en D2 autrichienne? Alors, de votre point de vue, et c'est peut-être aussi une question de management, c'est-à-dire les personnes qui sont responsables des 3 clubs, qui chapeautent un peu la stratégie de votre holding, de votre groupe, de l'Alliance, il faut qu'elles aient le même intérêt pour Clermont que pour le club danois et le club autrichien. On a eu une leçon très forte. C'était une des raisons pour lesquelles on serait presque descendu en 3e division au Danemark,
puisqu'on n'était pas si présent comme on l'était à Clermont. Bien sûr qu'on vient reprendre le club il y a quelques mois, il faut mettre tout en place, ça prend du temps, on est bien conscient de tout cela, mais notre présence, on était tellement absorbé par Clermont, ce qui était positif, puisque à la fin on voit les résultats, que je veux pas utiliser le mot abandonné, mais qu'on a un petit peu négligé pour des questions de contraintes de ressources et de temps et d'énergie. Par exemple, notre club Vendsyssel au Danemark. Les derniers 6-7 matchs, moi j'ai assisté, puisque j'ai vu qu'il faut, parfois on peut pas quantifier ça, mais il faut la présence du président. Juste parler avec des joueurs, le coach, passer de temps avant le match, faire la causerie ensemble, aller au stade dans le bus, être avec eux dans la mi-temps, après le match défaite ou match nul ou succès, peu importe. Ça, c'était des éléments importants. Pour répondre à votre question, je pense qu'on était marqué par ça. On a appris nos leçons. Et à partir de la nouvelle saison, on va diviser notre temps pour mieux être présent aussi au Danemark et en Autriche. Lustenau, heureusement, c'est 1h15 depuis Zurich, depuis ici. Donc, ça, c'est faisable en voiture. On a eu malheureusement aussi, à cause de la crise Covid, beaucoup de contraintes de voyage. D'aller au Danemark, c'est pas si facile comme c'était auparavant. Et la même chose aussi pour aller à Clermont. Donc, vous avez tout à fait raison. On va pas abandonner. On a appris nos leçons. Il faut être plus présent aussi au Danemark et en Autriche dans la nouvelle saison qui arrive. Est-ce qu'on peut imaginer une prise de contrôle dans un 4e club dans votre alliance? Parce que notamment, Clermont maintenant vous offre une très grosse vitrine, c'est-à-dire la Ligue 1. Donc on va encore plus s'intéresser, alors je parle à l'international même, pas seulement en France, on va encore plus s'intéresser à Clermont. Donc on va s'intéresser à qui détient Clermont, donc à vous, à votre holding. Est-ce que ça peut vous donner à la fois une marge financière, parce que quand Clermont arrive en Ligue 1, alors même si on va en parler des droits télé, etc., il y a quand même beaucoup d'incertitudes, mais la surface financière en Ligue 1 est quand même différente de la Ligue 2. Est-ce que ça peut vous donner des idées d'investir dans un 4e club, ou est-ce que vous vous dites, déjà, concentre-nous sur ces 3 clubs-là? Comme vous l'avez dit, vous avez peut-être fait des erreurs d'implication, notamment avec le club danois, donc peut-être déjà bien faire les choses dans les 3 clubs, pendant encore 1 ou 2 saisons, et après, on verra ce qui va se passer. D'abord, la crise sanitaire offre beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de clubs qui sont dans des situations difficiles. Donc, nous, on est très opportunistique dans la mesure qu'on n'a pas un fonds d'investissement, un État ou un gouvernement derrière nous. On peut agir rapidement. C'est la raison pour laquelle, je vous cache pas, on est en train aussi de regarder certains clubs, notamment en 2e division belge aussi, pas seulement, et aux Pays-Bas. Donc, on n'exclut rien, mais pour l'instant, vous avez aussi raison. Il faut maintenant fermer un petit peu ce gap entre la 2e division danoise, la 2e division autrichienne et la Ligue 1. Bien sûr que nos ressources vont être absorbées aussi pour se maintenir en Ligue 1, puisque ça va être notre réalité, c'est de jouer le maintien, rien d'autre. Et de après renforcer les 2 autres clubs pour qu'ils puissent aussi monter au niveau sportif, pour créer encore une cohérence plus solide entre les 3 clubs. Et compte tenu du fait qu'on a des ressources limitées, on va d'abord mettre le focus sur d'abord le maintien de Clermont en Ligue 1, mais aussi peut-être sûrement de renforcer Lustenau et Vendsyssel pour les faire monter étape par étape. Pas de manière artificielle, comme on l'a fait à Clermont, c'était une manière organique. C'est pas qu'on est arrivé, d'abord on n'a pas les moyens financiers, on n'est pas arrivé, on a dit on va mettre 5 millions sur des joueurs puisqu'on avise une montée. Ça marche d'abord pas si souvent, on connaît beaucoup d'exemples. Donc là aussi, c'est pas une question de les doper financièrement pour provoquer une montée, mais de les solidifier et de créer des bases saines, comme à Clermont, et de construire la maison que j'avais mentionnée avant, que ça soit solide. Alors, dernière question avant de passer vraiment sur Clermont. En dehors de votre alliance de 3 clubs, vous avez aussi des partenariats avec plusieurs clubs dans le monde, et notamment avec des clubs africains. J'ai regardé un petit peu avec la JS Kabylie, avec le TP Mazembe. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des synergies, encore une fois, entre l'alliance, pour le coup, donc l'alliance des 3 clubs, et ces partenariats que vous pouvez avoir un peu partout dans le monde? Et est-ce que vous cherchez à renforcer aussi ces partenariats avec d'autres clubs, d'ailleurs, sur différents continents? Comme j'avais dit d'abord, la partie consulting, ça ne veut pas dire qu'on prendra à chaque fois des quotes-parts d'une académie ou etc. d'un club. C'est vraiment d'échanger. Dans le cas de Tupiso Mazembe, c'était la post-formation de certains joueurs. On connaît bien le propriétaire Moïse Katumbi du Tupiso Mazembe, ainsi que de la Katumbi Football Academy et de Don Bosco, qui est son 2e club. Donc, il y a eu un certain nombre de joueurs qui sont venus
qui étaient post-formés. Des autres, ils étaient envoyés en Autriche, qui ont pu jouer un petit peu là, prendre de temps de jeu. On est en train de développer un partenariat avec le FK Sarajevo, la même chose, recrutement, donner un coup de main pour peut-être exposer quelques joueurs de la Bosnie dans nos clubs satellites ou partenaires plutôt. Donc, c'est envisageable de travailler dans des manières modulaires. Nous, on a la flexibilité, ce qui nous permet d'être très agile dans ce marché-là et vraiment d'aider à ce club-là, comme je l'avais dit avant, qui sont un peu trop forts d'être relégués, mais encore faibles. Il manque encore un petit peu quelque chose pour être promus. Et c'est là où ils peuvent externaliser certaines choses, notamment le recrutement, la recherche d'un entraînement, entraîneur, etc., où nous, on peut donner un coup de main. Alors on va passer à Clermont et je ne peux pas commencer cette partie sur Clermont sans parler de la montée et évidemment de votre joie, de votre émotion évidemment de monter en Ligue 1 un peu moins de 2 ans après avoir racheté le club en 2019. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ces dernières heures ou les premières heures post-montée pour vous et vos émotions? Bon, d'abord, le match contre Toulouse et Pau était le moment clé pour moi, puisque là, on savait que il y a peu de probabilité que ça va pas se faire. C'était surréel, puisqu'on n'a pas joué, on a regardé les autres équipes. Bien sûr que de voir notre ancien gardien, Max Dupé, qui était dans la surface réparation adverse, dans les dernières 2 minutes, c'était quand même un moment très, très, je dirais, intense et tendu. Bon, ça s'est terminé et après le match contre Caen, on était beaucoup plus soulagés. Mais ça, c'était une émotion qui a pris quelques jours, même semaines, pour bien digérer. La montée, ça s'est pas fait sans difficulté. On a parlé de la crise sanitaire, du désastre des droits télé. Comment vous avez fait face à cette double crise à Clermont? D'abord, on a parlé, la saison avait été arrêtée, n'a pas été à son terme, la saison 2019-2020. Et puis là, sur la saison 2020-21, donc pas de spectateurs, moins de ressources également. Comment vous avez géré cette période-là à Clermont? Est-ce que ça vous a empêché d'aller sur certaines étapes de développement du club que vous aviez prévues? D'abord, c'était véritablement très, très difficile de convaincre les joueurs que on va continuer à jouer de football après qu'on a eu 10 tours avant ces blocages-là du gouvernement. Les gens, ils étaient frustrés, ils étaient vraiment, c'était une période très, très difficile pour nous à gérer. Mais de l'autre côté, c'était aussi à nous, en tant que dirigeants, de les motiver et de leur dire, écoutez, on va tourner la page ensemble, on va y aller, il y a une nouvelle saison, il faut mettre le focus maintenant sur la préparation, mais on était dans l'inconnu. Après ça, la deuxième partie économique, comme vous l'avez mentionné, c'était la crise de Mediapro. Là-dedans, bien sûr, nous aussi, on a calculé sur une base un peu plus haute, qui d'abord après résultera malheureusement dans une perte substantielle pour nous cette année, puisque aussi les bonus et tous nos engagements financiers étaient faits sur cette base de la répartition des droits télé, qui n'est plus le cas. Pour revenir aussi à ce que j'avais dit avant, je pense que ces deux crises-là nous ont obligés d'être encore plus efficaces, d'être encore plus mince dans notre structure et agile. Et on pense que maintenant, avec cette montée qui arrive vraiment au bon moment, puisque, comme vous savez, il va y avoir aussi une modification de réduire de 20 à 18, etc. dans l'année, pas la saison prochaine, la saison d'après, de monter et d'y rester avec un budget cohérent, avec un recrutement intelligent, bien travaillé, pour essayer de s'établir là. On me demande souvent avec qui j'aimerais comparer maintenant le club après la montée. Vous voyez, un modèle comme Angers, par exemple, c'est quelque chose que je trouve très cohérent à l'époque. Maintenant, ils investissent un peu plus à cause du centre de formation, etc. C'est un modèle qui, moi, je trouve absolument cohérent et solide et sain. Oui, bien sûr. Et vous en avez un petit peu parlé quand on a évoqué le cas de Pascal Gastien, mais il y a beaucoup de débats dans le foot et c'est ce qui fait un peu aussi la richesse et parfois une richesse pas toujours très saine dans le football, c'est qu'on parle beaucoup de foot, il y a beaucoup de débats, etc. Et pour attirer du public, pour attirer des sponsors, pour attirer de l'intérêt, encore plus dans cette période de crise économique, il peut y avoir plusieurs méthodes. L'une des méthodes, c'est de se concentrer aussi sur l'aspect sportif et donc, pour attirer le public, l'intérêt et les sponsors, il y a aussi une manière de présenter son équipe. Et vous l'avez évoqué, Pascal Gastien, c'est un entraîneur qui prône un football attractif, courageux. Il demande du courage à ses joueurs. Il faut aussi avoir du courage pour aborder le football de manière offensive. Là, on pourrait se dire, si on joue de manière très défensive, comme il y a quelques années, c'était un peu la vision il y a quelques années, on se met tous en défense et on attend de voir un peu ce qui va se passer. Là, de prôner un football offensif,
c'est aussi donner envie aux spectateurs de venir au stade. C'est aussi donner envie aux sponsors de s'engager dans le club. Parce que ça donne une bonne image de Clermont. Vous le disiez, Pascal Gastien a encore été élu meilleur entraîneur de Ligue 2. C'est une très belle image pour Clermont. C'est important aussi pour vous d'avoir ce personnage central aujourd'hui dans la vie du Clermont Foot et même dans la vie de l'Alliance. Oui, puisque c'est vraiment l'essence, c'est la marque. Ça devrait être la marque, comme je l'avais dit avant, de tous les 3 clubs. Ça prendra de temps, puisque d'abord, il vous faut les entraîneurs qui comprennent ce style de jeu. Bon, ça c'est fait. Deuxièmement, il faut les adjoints qui aussi sont dans la même dynamique, qui accompagnent bien le joueur. Après, il faut les moyens et il faut surtout, ça c'est la chose la plus importante, les joueurs qui puissent être dans cette intelligence de jeu, puisque c'est une chose de dire, bon, vous jouez comme ça. Non. Ça prend du temps. Vous avez vu, on a eu, quand on avait repris le Clermont Foot, 13 départs, 11 arrivées. Et malgré tout, Pascal Gastien a pu créer vraiment cette identité, cette alchimie entre les joueurs. Après, là, dans la nouvelle saison, on a eu bien sûr notre meilleur attaquant qui était vendu à Lorient pour 10 millions, qu'on a repris pour 0, et Max Dupé qui était prêté de Nantes. Mais malgré tout, on a pu ajouter certains joueurs qui d'abord arrivent aussi du réseau de Pascal Gastien. Il faut le dire, il est tellement impliqué dans notre projet. Un Cédric Outonji, par exemple, ça c'est grâce à Pascal. C'est pas grâce à notre cellule de recrutement, c'est grâce à lui. Donc, nous, on a vraiment cette mode très participative, je dirais même start-up. S'il y a des idées, chacun apporte ses idées, on les discute, on les partage. Il n'y a pas d'ego. Moi, je me suis jamais imposé en tant que propriétaire ou président de dire il faut faire ça, ça, ça. Le moment que je commencerai à faire ça, je pense tout capoterait. C'est ça notre force et c'est ça aussi qui surprend les autres clubs où vous avez un président, un directeur général, un directeur sportif, un recruteur, etc., etc. C'est un peu différent, c'est un peu à part, mais c'est notre style, c'est notre marque aussi. Alors vous parliez du recrutement, de votre réseau de scouts à travers l'Europe et peut-être même dans d'autres zones géographiques. Clermont n'est pas réputé pour être un club qui dépense beaucoup d'argent dans le recrutement parce qu'on peut faire des affaires. Vous parlez de Garbic, c'est un joueur qui est arrivé gratuitement et que vous avez vendu 10 millions d'euros parce que vous avez réussi à le valoriser. La valorisation de Garbic s'est faite à Clermont grâce au travail de Pascal Gastien notamment. Est-ce que là, la montée en Ligue 1 vous oblige entre guillemets, à changer un petit peu de stratégie ou en tout cas de vous autoriser quelques recrutements un petit peu différents parce que là, maintenant, la montée en Ligue 1, elle est acquise et le prochain objectif, la prochaine étape, c'est de réussir à se maintenir en Ligue 1. Et comme on sait qu'il y a encore un petit gap entre Ligue 2 et Ligue 1, est-ce que ça vous oblige à recruter de manière un petit peu différente, des joueurs peut-être un peu plus expérimentés, qui viennent de clubs un petit peu plus huppés? On n'est pas naïf, on sait que pour se maintenir en Ligue 1, il faut avoir 5, 6, même 7 joueurs pour se renforcer sur certains postes. Ils vont pas être sur la rue et gratuitement, ça on le sait aussi. Mais de le moment, si on dévie de cette structure dans laquelle on s'est retrouvé avec un équilibre financier sain, je pense que on va entrer sur une mauvaise route. Donc oui, il faut investir, mais il faut être toujours très prudent. Je reviens à la crise Mediapro. Beaucoup de joueurs ont été signés sur la base d'1,3 milliard d'euros avec les contrats long terme, avec des primes à la signature, etc., qui d'ailleurs ne jouent pas ou jouent peu. Et les clubs, ils se disent, bon, maintenant, il faut calculer avec 750 millions, mais le joueur, il est toujours là et il reçoit son salaire tous les mois. Qu'est-ce que je fais avec ce joueur? Bon, là, il y a un petit club comme nous, entre guillemets, qui puisse dire, bon, chez nous, il va être exposé. On peut payer peut-être 20 000, 25 000, pas plus. Mais bon, l'autre club, il économise déjà quelque chose. On l'expose, on a une option d'achat. Si le joueur il a fait tel nombre de matchs, il a eu de la réussite, on peut, et si le Clermont Foot se maintient à la fin de la saison prochaine, on peut activer l'option ou pas. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'éléments à faire pour pas dénaturaliser cette système de recrutement qu'on a bien suivi et bien implanté, de pas dépenser trop d'argent et de soulager un petit peu les clubs qui peut-être se sont précipités un petit peu sur la base de 1,3 milliard, ce qui est on tombe bien, je comprends, puisque c'était budgété, c'était confirmé, mais malheureusement, bon, on connaît l'histoire, on va pas le refaire, qui maintenant ont des joueurs qui jouent peu, qui gagnent beaucoup d'argent. C'est toujours un peu difficile dans le football de faire des plans à long terme parce que on peut essayer de prévoir beaucoup de choses, mais il y a des éléments perturbateurs. Là, on a parlé de la crise des droits télé en France, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'inconnus, notamment pour budgétiser, pour développer le club. On sait qu'il y a des investissements qui peuvent être faits sur les structures
sur les infrastructures, sur le personnel, sur pas mal de choses. Mais quand on est dans une certaine forme d'inconnu financière, c'est toujours un peu difficile de se projeter. Dans la période actuelle, si je vous dis où est-ce que vous aimeriez voir le Clermont Foot dans 3 à 5 ans, qu'est-ce que vous pourriez me répondre en termes de positionnement du club, en termes d'infrastructure, en termes de développement, voilà. En termes d'infrastructure, Monsieur le maire Olivier Bianchi a tout de suite pu confirmer un investissement de 3 millions pour la pelouse ainsi que pour l'éclairage et la tribune tubulaire en face. Donc ça, c'est déjà remarquable. Ça montre aussi que toute la ville ainsi que les instances politiques sont derrière nous. Deuxième point, les travaux ont été repoussés du nouveau stade, la nouvelle tribune plutôt, au janvier 2023. Donc au niveau d'infrastructure, on va être prêt. Encore une fois, grâce à tout le monde et surtout à Monsieur Bianchi qui a poussé ce dossier il y a quelques années. Sur le plan sportif, si on pourrait naviguer quelque part entre la 10e et la 13e place les prochains 3 ans, je signerai tout de suite. On aura un budget autogéré, hors mutation de joueurs. Peut-être il y aura 2-3 ventes, mais on serait jamais obligé avec le couteau à la gorge de vendre toujours nos meilleurs joueurs pour équilibrer des budgets. Et après, de développer Ventsysel, de développer Lustenau, d'exposer de plus en plus de joueurs de National 1, National 2 et aussi des autres pays qui puissent être peut-être intégrés au fur et à mesure, 1 ou 2 à Clermont pour après passer le cap. Et bon, ça serait absolument génial. 2 dernières petites questions. Vous avez beaucoup parlé de manière volontaire de l'ancrage local, de l'importance de l'ancrage local du club de Clermont, mais aussi de Ventsysel et de Lustenau, dans une région qui est quand même beaucoup dominée par le rugby. Alors même si, évidemment, la montée en Ligue 1 va aussi susciter un nouvel engouement à Clermont, comment vous réussissez à renforcer l'intérêt local des Clermontois pour le football, mais aussi auprès des institutions, vous avez parlé de l'importance du maire dans les projets d'infrastructure du Clermont Foot, mais aussi des partenaires, du public, etc. Quelle est l'importance que vous donnez à cet ancrage local et comment vous essayez de faire fructifier un peu la bonne période du Clermont Foot à travers un intérêt de plus en plus important pour le club ? Ce qu'on a vu, c'est, on disait toujours que le tissu industriel est suffisamment large pour soutenir les 2 clubs dans le plus haut niveau. On peut dire que c'est une ville du rugby, un territoire du football ou l'inverse. Ce qu'on a vu maintenant avec cette montée, qu'il y a beaucoup de gens qui n'osaient pas trop parler football, mais qui étaient toujours avec nous. Donc l'intérêt était toujours là, mais qui maintenant commencent à sortir du bois pour vraiment être fiers de leur club et de marquer le coup. Donc, je pense que l'intérêt était là, mais ce qu'on avait fait avec notre manière, ce qu'on fait toujours, très ouverte, très transparente, et de aussi inviter tout le monde. Donc, de dire, venez, c'est votre stade, peu importe la religion, la nationalité. On a vu le rabbi, on a vu Monsieur l'évêque, on a vu l'imam, on a vu tous les groupes supporters qui participent aussi à la CAN des quartiers. Toutes ces choses-là étaient peut-être pas si faites auparavant. Donc, avec cet élément de multiculturalisme dont moi aussi je proviens, puisque ma mère elle est turque, père il est suisse. Bon, je suis né ici à Zurich, mais quand même, je pense parfois comme un Suisse, je raisonne comme un Turc ou l'inverse, ça dépend. Donc, ça montre que aussi dans notre groupe, on a beaucoup de multiculturalisme et ça se reflète aussi. Donc, l'ancrage dans la région, très important. Bien sûr, on a 10 mois avant d'avoir transacté le club. Claude Michy nous avait aussi introduit Monsieur le maire, aussi le responsable du sport, à des sponsors principaux, ainsi que aussi à quelques supporters dans une manière très discrète et aussi au staff pour se faire accepter par la région, puisque malgré qu'on est très bien accepté, on aime Clermont, la ville de Clermont énormément, c'est aussi toujours une perception. Moi, il y a les étrangers qui arrivent, donc il faut se faire accepter. Et avec cette manière très discrète, humble, travailleur, et on tient nos promesses, je pense qu'on a beaucoup mieux pu dépasser cette première période, ces premiers mois dans lesquels on va se connaître encore un petit peu, etc. Ça nous a aidé beaucoup d'accélérer le process, grâce à Claude Michy, bien sûr. Donc, pour nous, c'est fondamental. Le montant d'argent et aussi les engagements qu'on reçoit, la ville, la métropole, la région, le soutien du district, de toutes les instances politiques qui sont là, est substantiel pour nous. Et on veut aussi les rendre fiers. On veut leur montrer que dans notre centre de formation partagé, il n'y a pas eu seulement Pereira Lage ou Julien Laporte, mais aujourd'hui, actuellement, Magnin qui joue dans les titulaires, Momo Bayo qui a grandi 150 mètres du stade. C'est la meilleure recrue
Et deuxièmement, ça rend tout le monde aussi fier et ça montre qu'on est ouvert et qu'on va continuer à investir dans la région pour les talents, pour nos sponsors et tout le monde qui soutient le club. Alors justement, ce centre de formation partagé, c'est ma dernière question, il est unique en France, il est aussi quasiment unique en Europe. J'ai pas connaissance d'avoir un centre de formation multisportif, entre guillemets, donc là qui concerne le rugby et le football, dans une terre qui est aussi marquée évidemment par le rugby. Pour moi, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça donne lieu à des échanges, des pratiques, un partage de connaissances qui sont propres à chaque sport, mais dont chaque sport peut s'enrichir en fait. Voilà, on travaille pas forcément pareil au rugby qu'au football, mais on peut prendre des choses du rugby pour les appliquer au football qui peuvent être très intéressantes. Il y a aussi un partage de connaissances sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie, sur le sommeil, sur le développement musculaire, enfin sur beaucoup de choses. Est-ce que ce centre-là qui a été inauguré en 2017, donc vous n'étiez pas encore au club, a finalement été un élément pour vous très important au moment de choisir le club en France dans lequel vous alliez investir? Parce qu'on sait qu'en France, la formation est très importante, c'est un pilier du football français. Et d'avoir un centre comme ça, novateur, qui marche bien, avec vraiment des structures de qualité, est-ce que ça a été pour vous un élément important au moment de racheter Clermont Foot? Oui, c'était en fait quand vous achetez un club, vous faites une due diligence financière, juridique, commerciale et bien sûr sportive. Et dans la due diligence sportive, le fait que d'avoir encore une fois hommage à mon prédécesseur, cet élément d'innovation, d'avoir des joueurs français ou des Fidji qui se parlent avec nos joueurs de football, qui se partagent le gym, les physios qui s'échangent, ça porte encore une fois le mot synergie. D'abord, c'est un élément d'optimisation des coûts, mais c'est aussi un partage de savoir-faire. Donc, ça, c'est tout à fait cohérent. Et deuxièmement, on parle de nous. C'est pas seulement entraîneur femme Corinne Diacre, mais encore une fois, vous l'avez mentionné. Moi non plus, je connais pas ça en Europe. Bien, si vous regardez un petit peu les clubs qui sont en Ligue 1 avec des villes rugby, vous avez Paris, vous avez Bordeaux, vous avez Lyon, vous avez Montpellier, vous avez Toulouse. Ils sont pas montés. Vous avez Clermont. Donc les 5 villes qui sont quand même là, qui partagent les deux sports. Nous, je pense qu'on est les seuls à partager les centres. Et ça, c'est quelque chose qui est unique, mais qui encore une fois montre l'esprit innovateur du club. Je pense que c'est notre responsabilité de continuer à protéger et à développer cet aspect d'innovation, puisque maintenant on est monté. Monter, c'est une chose, ça veut dire qu'on est peut-être devenu un petit peu plus populaire, plus connu, mais cet élément-là nous donne aussi la responsabilité, nous oblige d'être responsables à continuer de travailler dans cette manière innovateur. On arrive au bout de l'entretien et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines? Alors, soit vous avez un nom à me donner, et auquel cas je suis évidemment tout oui, soit ça peut être une fonction dans le football qui est très importante et que vous aimeriez que les auditeurs puissent découvrir. Moi, je dirais Claude Michy, puisque je vous ai parlé beaucoup du futur du club, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. C'est bien de parler de futur. On est aujourd'hui, bien sûr, on parle aussi du présent, ce qu'on a fait, on peut être fier de tout ce qui nous est arrivé, mais il faut aussi comprendre le passé pour anticiper les choses. Et le passé, c'est des prédécesseurs, donc Claude Michy qui a vraiment marqué ce club et qui a l'apporté où il était. Et nous, on a juste le repris, on a, comme j'avais dit, évolué de ce qui était déjà bien fait dans la maison avec l'exemple que j'avais donné avec la base, le rez-de-chaussée, le premier étage. Donc, ça serait intéressant aussi pour vous de voir son côté et surtout la phase de transition dans laquelle on travaillait main dans la main pour après continuer dans cette démarche positive. Eh bien, merci. Ça me fera une invitation à lancer à monsieur Claude Michy. Merci Ahmed Schaffer pour votre disponibilité, pour votre temps, pour cet entretien et je vous dis donc à très vite. Merci beaucoup. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.